Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Si vous l'appréciez, sachez que vous pouvez le soutenir via le lien Patreon que vous trouverez dans la description de l'épisode. C'est ce qu'a fait Noémie et je l'en remercie. Aujourd'hui, on part en Moldavie, pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, situé entre l'Ukraine et la Roumanie. Des élections hyper importantes viennent d'avoir lieu, le premier tour de la présidentielle et un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, remporté de justesse par le camp du oui, vraiment à un cheveu. Des élections marquées par des ingérences russes. À l'heure où le pays se prépare au second tour de la présidentielle, j'ai posé quelques questions à Benjamin Couteau. Il est chercheur sur la politique d'élargissement à l'Institut Jacques Delors et il nous explique tout le contexte et les tenants et les aboutissants de ces élections. Interview réalisée à distance par Skype, j'espère que le son vous conviendra. Bonne écoute! Alors, première question, très simple. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte actuellement dans le pays et finalement dans quel contexte avaient lieu les élections ? On arrive au terme d'une présidence de Maia Sandu qui a été marquée par des crises sans précédent pour le pays et à la fois un tournant pro-européen complètement assumé de la part de cette présidente. Maia Sandu, elle est arrivée en 2020, donc 2 ans avant le début de la guerre en Ukraine, et sa présidence a été marquée par la guerre en Ukraine, sachant que l'Ukraine est sa voisine, et elle a aussi un tournant pro-européen clairement assumé qui est menacé par des forces internes et par la Russie, qui, au-delà de l'Ukraine, cherche clairement à maintenir dans son aire d'influence toutes ces anciennes républiques soviétiques qui aujourd'hui aspirent à un avenir européen. La Moldavie est touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine parce qu'effectivement, Vladimir Poutine peut menacer, si jamais il réussit son projet d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, il peut menacer les frontières de la Moldavie. Mais avant tout, de manière très concrète, ça a été un défi pour les autorités d'accueillir 1 million de réfugiés ukrainiens dès le premier mois après l'invasion à grande échelle en mars 2022. Et sur le long terme, c'est l'inflation et la crise énergétique qui ont été ressenties par la population de la manière la plus aiguë. Maia Sandu, donc la présidente depuis 2020, elle a assumé un tournant européen que n'avaient pas assumé ses prédécesseurs, mais malgré la volonté des Moldaves, malgré la volonté de se tourner vers l'Union européenne, beaucoup sont surtout inquiets de leurs conditions de vie et de subsistance de manière générale. Là, on avait 2 élections en une, c'est ça ? Effectivement, quand Maia Sandu a déclaré sa candidature pour une nouvelle élection présidentielle, pour un second mandat, elle a aussi convoqué un référendum qui a souvent été qualifié de référendum sur l'adhésion à l'UE, en réalité de manière plus habile, parce qu'elle voulait s'en servir surtout comme une façon d'amplifier sa dynamique personnelle à l'élection présidentielle. C'était pas simplement sur l'adhésion à l'Union européenne, mais c'était sur l'inscription de cet objectif au sein de la Constitution. Ce qui fait que ça ne remettait pas en cause de manière littérale le chemin européen de ce pays-là, mais c'est quand même quelque chose de très symbolique. Donc ces 2 élections, elles sont arrivées en même temps. Premier tour de l'élection présidentielle qui n'a pas vu l'élection directe de Maia Sandu, qui devra passer pour et ce référendum qui est passé donc de manière très... Justement, concentrons-nous sur ce référendum. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas vraiment si c'était le oui ou le non qui l'avait emporté. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi finalement ça s'est joué à un cheveu ? Je pense qu'il y avait peu de personnes qui voyaient déjà soit le non l'emporter, soit le oui arriver en tête de si peu. Globalement, l'idée générale, c'était que ça allait être plus compliqué pour Maia Sandu et la présidentielle, ce qui n'est toujours pas exclu, mais que le référendum allait passer dans tous les cas. Les premiers résultats qui ont commencé à parvenir en début de soirée ont fait beaucoup de surpris parmi les Moldaves. On avait, je crois que les premiers résultats qui sont sortis donnaient le non en tête à 58%. Ce qui a sauvé, entre guillemets, le référendum pour les pro-européens et pour l'Union européenne de manière générale, qui elle aussi avait beaucoup à attendre de ce référendum. Ce qui a sauvé ce référendum, ce sont les votes de la diaspora et ceux de la capitale Chisinau, donc les votes qui étaient comptés en dernier et qui ont fait que sur les coups de 9h, 10h du matin, il a fallu attendre un petit moment, on a vu la barre des 50% être dépassée, mais de c'est très peu. Au final, après 100% des bulletins dépouillés, c'est à peine plus de 11 000 voix d'avance pour le oui sur le non. On est à même pas 50,4%. Ça veut dire que finalement, c'est un peu un échec. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Cette très faible victoire du oui.
Mais au-delà de la surprise, je pense qu'il faut quand même voir que le principal est là. La Moldavie a confirmé sa volonté d'adhérer au projet européen. Mais c'est vrai que c'est une déception, c'est une victoire qui a quasiment un coup de défaite. On pourra en parler pour la présidentielle et pour la dynamique même de Maya Sandu, sur laquelle repose énormément d'espoir européen, parce que c'est clairement elle qui a insufflé ce tournant pro-européen. C'est vrai qu'on n'attendait pas un résultat aussi faible. Et alors que jusqu'à présent, on voyait la Moldavie comme un pays pro-européen, un vrai espoir pour l'Union européenne, une vraie preuve que le projet européen attire encore, et presque pour des questions de sécurité, ce qui est assez inattendu. On voyait cette Moldavie-là très pro-européenne à travers son gouvernement. Le problème du référendum, de ce référendum, en tout cas pour les pro-européens, c'est qu'il laisse transparaître une Moldavie très divisée et surtout fragile à l'ingérence russe. Parce que c'est l'ingérence russe qui a donné au nom cette force-là qu'on n'attendait pas. Oui, raconte-nous. Alors, sur cette ingérence russe, il y a eu une campagne d'intimidation russe sans précédent sur le pays. Ça a été noté à la fois par les autorités moldaves, par la Commission européenne et d'autres institutions comme le Parlement européen. La Russie a tout misé sur soit un non, soit un oui, mais qui veut quasiment rien dire quand c'est une réponse aussi divisée. Donc les Russes ont investi, selon les autorités moldaves, une centaine de millions d'euros pour faire pencher la balance en faveur du non et en faveur de candidats qui s'opposaient à Maya Sandu à l'élection présidentielle. On aurait 15 millions de dollars qui auraient tenté d'acheter des voix, 130 000 voix, sur 1,5 million d'électeurs qui se sont déplacés, c'est quasiment 10%. Donc c'est ça qui aurait pu faire pencher la balance. Mais au-delà de ça, c'est toute une campagne de désinformation plus large et qui fonctionne bien dans une population qui est encore poreuse au discours pro-russe, à la propagande russe. Toute une campagne de désinformation qui a été mise en œuvre à travers les réseaux sociaux et à travers Telegram, vu que les médias russes ne peuvent plus émettre en Moldavie. Il y a au-delà d'un achat de vote flagrant, qui participe aussi à façonner les mentalités. Ça veut dire que le pays est poreux aux ingérences. Là, on l'a vu très concrètement. Alors oui, le pays est poreux aux ingérences, mais on voit qu'au final, David peut gagner contre Goliath, puisque le référendum est passé. Encore une fois, c'est une déception, mais c'est vrai qu'il est passé, et c'est là qu'il faut voir que la Moldavie a quand même une capacité de résilience, et au-delà d'un non qui a été avant tout renforcé par des votes qui sont pas des votes de conviction, mais qui sont de la corruption, il y a un oui de conviction qui a fonctionné, qui a réussi à s'imposer. Mais c'est vrai que il y a cette ingérence russe qui marche pas mal en Moldavie, mais ça, on s'en est rendu compte. Et ça a été un des principaux chevaux de bataille de la présidente actuelle, Maya Sandu, mais aussi l'Union européenne. Il y a une mission civile qui a été mise en place par l'Union européenne en Moldavie pour justement faire face à ces menaces hybrides, à ces ingérences, à la désinformation, tout ce qui pouvait faire qu'en gros, on manipulait l'électorat. Et là, on attend un second tour pour l'élection présidentielle. Manifestement, ça risque d'être compliqué pour la présidente. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et puis finalement, qui y a face à elle, qui la met autant en danger? Ça paraît compliqué au second tour, effectivement, parce que Maya Sandu, entre guillemets, contrairement au référendum, elle a fait un bon score. Elle a fait 42,45%, donc elle a plus de 16 points d'avance sur son opposant, ce qui paraît être une avance confortable. Le problème, c'est qu'elle a peu de réserve de voix pour le second tour. Certains espéraient même qu'elle puisse gagner des premiers tours pour s'éviter un second tour compliqué. Et au second tour, elle affrontera Alexander Stoyanoglu, qui, lui, a fait un score encore une fois beaucoup plus faible, même pas 26%. Mais il a derrière lui toute une coalition qui va tenter de rassembler pro-russe, anti-Sandu, qui s'appuie pas simplement sur les questions de chemin européen, mais aussi les questions économiques dont je parlais, parce que c'est aussi quelque chose qui est ressenti au jour le jour par les Moldaves. Et effectivement, ça peut fonctionner. Il y a aussi un vote qui est très attendu en Géorgie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer et pourquoi c'est très important? Effectivement, c'est une semaine cruciale pour les pays qui sont candidats depuis 2 ans. Après la Moldavie, il y aura des élections législatives en Géorgie ce samedi. Et là aussi, c'est un pays candidat qui est tiraillé entre des forces pro-russes et des forces pro-européennes. Globalement, la différence avec la Moldavie, c'est qu'on a, même si on n'a jamais eu de référendum en Géorgie, on a selon les sondages une majorité pro-européenne, pour autant même, qui est assez large. Pour l'intégration de l'Union européenne, ce sont environ 80% des Géorgiens qui y sont favorables. Le problème, c'est que c'est le gouvernement, cette fois-ci, qui pose problème en Géorgie. On a un parti qui est au pouvoir depuis 2012, qui devrait vraisemblablement gagner les élections, mais avec un score plus faible que aux élections précédentes. On a donc ce parti-là qui a pris un tournant plutôt pro-russe,
pas complètement assumé parce qu'encore une fois, face à 80% de Géorgiens qui sont favorables à l'intégration européenne, ça ne peut pas être complètement assumé. Mais en tout cas, sur les mesures qui ont été prises concrètement, on a eu une loi qui est aujourd'hui l'expression consacrée, les agents de l'étranger. On a eu des lois qui visaient la minorité LGBTQIA+, qui sont en fait des lois d'inspiration russe. Et c'est aussi un parti qui a pris un tournant autoritaire. Ça a été notamment constaté aux dernières élections qui n'étaient pas complètement libres. Donc on a un parti qui prend un tournant autoritaire et l'Union européenne a clairement mis le haut là. Elle a clairement prévenu ce gouvernement-là, si vous continuez dans cette direction, ça mettra fin au processus d'adhésion, que ça le mettra en pause. Ce sera pas possible d'avancer vers l'Union européenne si vous continuez dans cette direction. Ce qui illustre ce soutien massif à l'Union européenne, et ça a été extrêmement médiatisé, c'était aussi toutes les manifestations qu'on a pu voir en Géorgie ces derniers mois face à cette tentative de se rapprocher de la Russie, en tout cas d'imiter la Russie. Et le peuple géorgien n'est pas dupe. S'il veut se rapprocher de l'Union européenne, c'est pas ce chemin qu'il va falloir suivre. Et parmi ces manifestations, il faut aussi voir la dernière en date à laquelle Salomé Zourabichvili a participé. Qui est Salomé Zourabichvili? C'est à nouveau une femme courageuse, pro-européenne, qui défend contre vents et marées le chemin européen de son pays, un peu comme Maia Sandu en Moldavie. Et Salomé Zourabichvili, elle s'est impliquée personnellement pour faire en sorte que on ne laisse pas la Géorgie se voir voler son destin européen par un gouvernement trop proche de la Russie. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui peut faire pencher la balance, mais reste que pour réussir à faire tomber le rêve géorgien, qui est le parti au pouvoir, il va falloir une coalition assez large. On a pour la première fois des élections complètement proportionnelles avec un seuil de 5%, donc peu de partis vont entrer au Parlement. Ça va être assez compliqué de faire une coalition entre tous ces partis, et c'est peut-être ce qui peut compliquer le chemin européen de la Géorgie. Voilà pour ce topo sur la Moldavie et la Géorgie, deux pays où l'influence européenne et russe s'affrontent. Merci à Benjamin Couteau, chercheur sur la politique d'élargissement à l'Institut Jacques Delors, pour son éclairage. Sachez qu'en attendant le prochain épisode, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!